Le 18 décembre 2023, les États-Unis ont annoncé le lancement de l'opération Gardien de la prospérité qui assurera la protection des navires marchands dans la région. Ils ont reçu le soutien du Bahreïn, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Norvège, des Seychelles et de l'Espagne. Le 19 décembre 2023, les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, l'Australie, les Bahamas, le Japon, le Liberia, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et Singapour ont condamné les attaques des Houthis dans une déclaration commune à l'ONU face à la persistance des attaques des Houthis. Ces mêmes pays ont menacé d'utiliser les armes contre eux le 3 janvier 2024. Alors, le 10 janvier 2024, les Nations Unies ont adopté la résolution 2722 du Conseil de sécurité avertissant les Houthis de cesser leurs attaques. Suite à ce processus, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé l'opération Poseidon Archer le 13 janvier 2024 et ont commencé à frapper les cibles terrestres des Houthis avec des missiles de croisière et des frappes aériennes. Avant le début de cette opération, 15 navires ont été attaqués par les Houthis, 6 ont été endommagés par des missiles et un navire a été détourné. D'autre part, l'opération conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni a intensifié les attaques au lieu de les réduire. Après l'opération Poseidon Archer, 27 attaques Houthis supplémentaires ont été recensées jusqu'à fin mars 2024 et 12 navires ont été endommagés. Le 20 février 2024, l'Union européenne a lancé l'opération Aspide d'escorte et de protection en mer. La France, l'Italie, l'Allemagne, la Grèce et la Belgique y ont participé. Malgré les opérations donc punitives et de neutralisation, les attaques des Houthis n'ont pas diminué. Entre mars et juillet 2024, on a recensé près de 100 tentatives. Malgré l'intensification des frappes aériennes sur le Yémen et le soutien de l'armée de l'air israélienne, le navire marchand grec Tutor a coulé le 12 juin 2024. Par ailleurs, les Houthis ont intensifié leurs attaques après chaque action destructrice d'Israël à Gaza. Le 19 juillet 2024, les Houthis ont frappé Tel Aviv avec un drone, révélant ainsi leur capacité inhabituelle. Le fait qu'une cible ait été touchée en Méditerranée orientale montre que les Houthis peuvent fournir une puissance de feu à longue portée. Les attaques menées par les Houthis yéménites, dépourvus de marine et d'avions de combat, en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb, dans le golfe d'Aden, depuis décembre 2023, continuent de provoquer une grave crise. En signe de solidarité donc avec les Palestiniens de Gaza et le Hamas, et pour mettre fin aux opérations militaires et à la politique génocidaire israélienne, les Houthis attaquent quasi quotidiennement les navires de la marine américaine et les navires marchands d'autres pays traversant la mer Rouge, avec des drones armés et des missiles. Les conséquences de ces frappes aériennes asymétriques sont riches d'enseignements pour l'avenir de la guerre navale conventionnelle. Alors, les États-Unis et leurs alliés indissociables, Israël et le Royaume-Uni, peuvent-ils lancer une invasion militaire au Yémen, du moment que leurs frappes n'arrivent pas à arrêter les Houthis? L'Arabie saoudite, les États du Golfe, peuvent-ils peuvent-ils être convaincus de mener à nouveau une guerre par procuration, alors que celle qu'ils ont menée déjà durant 10 ans a échoué? Si les Houthis sont un obstacle insurmontable, qu'en est-il alors de la Chine et de la Russie pour les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN? Alors, pour approfondir ce sujet fondamental de la géopolitique mondiale, j'ai le plaisir de recevoir depuis Carcassonne, en France, le colonel Régis Chamagne, retraité de l'armée de l'air française, éminent analyste militaire et géopolitique. Mon colonel, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour. Alors, les destroyers et frégates de défense aérienne moderne des marines occidentales ont éliminé la plupart des attaques Houthis de roquettes, missiles et drones grâce donc à leur système
à 3 étages, longue portée, moyenne portée et défense aérienne ponctuelle. Cependant, leur efficacité n'est pas encore totale, comme le démontrent les dernières attaques avec les missiles balistiques sur l'aéroport Ben Gurion et sur les navires américains, encore une fois. Et le coût de munitions utilisées étant très élevé et l'intégration logistique longue, il existe un écart entre le coût des missiles terrestres yéménites et celui des missiles de défense aérienne utilisés sur les navires de guerre modernes. Euh, alors, à votre avis, l'US Navy et la Marine royale britannique sont-elles toujours à la hauteur de leur prestige qu'elles avaient avant? Alors, d'abord, je voudrais faire une petite remarque. Il ne faut pas comparer le prix des missiles entre eux. Il faut comparer le prix du missile antiaérien au prix, au coût du dégât que peut causer le drone à 3 francs 6 sous. C'est pas le prix du drone contre le prix du missile qui compte, c'est les dégâts que peuvent imposer le drone qui compte. Bon, D'accord. ça c'était une première remarque. Mhm, Non, je pense que on vit la fin d'un cycle de 5 siècles en fait. La- il y a donc à la fin du XVe siècle, pour financer la conquête des Amériques, hein, on a créé en Europe un système de création monétaire qui est très bien résumé dans L'argent dette, un, un- un petit dessin animé canadien. mhm, Et ça a été aussi le début des thalassocraties modernes. Espagne, Portugal, Angleterre, ensuite, mhm, et puis États-Unis. Et aujourd'hui, on, on voit en parallèle avec le processus de dédollarisation de l'économie mondiale, parce que ce processus de création monétaire a évolué et par palier, on va dire, jusqu'à arriver à la financiarisation de l'économie avec le monde ultralibéral et mondialisé. Donc, avec la dédollarisation, on voit la fin de ce système et en parallèle, la fin des thalassocraties. La guerre Russie-Ukraine a montré la fragilité des marines de guerre, hein. Les Russes ont été obligés de déporter toute leur marine à l'est de la mer Noire pour qu'elle ne soit pas atteignable par les drones marins. mhm. Donc, il y a les drones marins, il y a les drones aériens, et aujourd'hui, une frégate lance-missile, enfin, de défense aérienne française, par exemple, emporte environ 80 missiles Aster. Si vous menez un raid de saturation avec des drones sur cette frégate, c'est 1 minute et demie de combat, 2 D'accord. minutes, vous voyez. Donc Mhm, on assiste à un véritable euh, basculement géopolitique. Et si on relit John Mackinder, Heartland, La Terre, l'île monde, etc., mhm. le combat de l'éléphant contre la baleine, aujourd'hui, c'est clairement l'éléphant qui gagne, hein. L'Angleterre puis les États-Unis ont assuré leur suprématie par le commerce maritime, mais tout ça aujourd'hui est remis en cause. Donc, Donc, effectivement, Régis Chamagne, votre point oui, de vue est extrêmement important parce que en réalité, on l'entend pas souvent dans les médias en particulier occidentaux. Alors, oui. vous reliez la désintégration de l'économie provoquée par l'hyper-financiarisation. Donc, pour vous, si j'ai bien compris, c'est ça l'essentiel. Et après, il y a l'impact de ça, de cette désintégration, qui est accompagné par une désintégration culturelle, sociale, dans Oui. la recherche, dans l'industrie, dans tout. Et c'est en fait ce recul des marines ou cette incapacité militaire n'est que le résultat de ça. Alors, pas complètement. J'ai dit en parallèle, hein. Mhm, C'est ça. La perte de puissance des marines est liée à la guerre des drones, tout simplement, qui a complètement émergé euh, en Ukraine, hein, mhm. de part et d'autre. Donc, il y aura énormément d'enseignements à tirer de cette guerre, d'ailleurs. Mais ça se passe en parallèle. Et ce qui est, c'est ce qui m'a fait relier tout ça.
Oui, La perte de puissance des marines n'est pas consécutive à la perte de puissance du dollar, enfin, et du système bancaire international, mais elle se fait en parallèle et c'est ce qui me fait penser que bah, finalement on est à la fin d'un cycle de 5 siècles puisque les deux, à la fois les thalassocraties modernes et le système bancaire international ont été mis en place à la fin du XVe siècle, après la découverte des Amériques, et les deux finalement arrivent au bout de leur vie, quoi, en même temps. Alors, la messe n'est pas dite, hein, il y aura probablement des contre-mesures, mais pour le bien moment, sûr, oui. il est clair que c'est C'est-à-dire, vous parlez l'éléphant, de la dynamique, mais pas de tout à fait de cette dernière conséquence. La ouais, dynamique dans la tendance lourde, c'est ça. c'est ça, tout à fait, ouais. Donc, donc on assiste à la puissance, à la montée en puissance des puissances continentales, en premier lieu la Russie. Hein, quand, dans la théorie de John Mackinder, la Russie, c'est le Heartland pour lui. Mhm, Hein. Et si on regarde d'un point de vue géologique, c'est un plateau continental stable. mhm, Il y a pas de tremblement de terre en Russie. Les tremblements de terre sont à la périphérie de la Russie. Le Heartland, c'est vraiment un plateau continental qui est géologiquement stable. C'est vraiment mhm, la masse, quoi. Et il y a la Chine aussi. Donc, il y a deux grandes puissances terrestres, l'Inde, mhm, et qui finalement, aujourd'hui, surclassent, sont en train de surclasser les thalassocraties qui jouaient sur le commerce. La thalassocratie, c'est le mouvement. Hein. Les mhm. bateaux, c'est le commerce, c'est le mouvement, alors que les puissances terrestres, c'est la stabilité. Vous voyez, c'est un peu, il y a aussi ça qu'il faut voir, hein. La D'accord. stabilité contre le mouvement. Le mouvement l'a emporté jusqu'à présent et aujourd'hui, c'est la stabilité qui reprend Le le dessus. contrôle, le dessus. D'accord. Alors, les attaques des Houthis ont parfois été interprétées, enfin repérées au dernier moment, tel que on Mhm. suit les analystes militaires. Et souvent, ces attaques ont pénétré plusieurs couches de défense des navires, un fait sans précédent dans l'histoire moderne, selon certains analystes. J'aimerais avoir votre avis justement sur ça. Alors, l'agence américaine AP, Associated Press, rapporte que de nombreux marins ont vu les missiles, donc je cite, ont vu les missiles lancés par les Houthis quelques secondes avant qu'ils ne soient détruits par les systèmes de défense de leur navire. Et un responsable américain a déclaré à CNN que le destroyer américain, l'USS Gravely, en patrouille, avait pu intercepter le missile de croisière Houthi en approche grâce à son système Phalanx Mhm. SIWS, qui constitue en définitive une arme défensive de dernier recours Mhm. après que ce missile ait donc contourné les systèmes de défense aérienne à plusieurs étages. Alors, c'est quand même, on n'aurait jamais pu imaginer ça 10 ans avant. Là, on parle de de l'armée américaine, de la Ouais. marine américaine, l'OTAN, le cœur de l'OTAN. Alors, en tant qu'expert militaire, la leçon fondamentale est telle que euh, les drones et les missiles de divers types peuvent entraver la liberté de mouvement de marine très puissante en mer. Ça, c'est Oui, la première clairement. question. Et Mhm. puis, les États-Unis n'ont pas réussi à sécuriser le flux mondial du trafic, comme ils n'arrivent pas donc à mettre fin aux attaques des Houthis maritimes, commerciales au cours des 16 derniers mois dans le détroit de Bab el-Mandeb. Alors, est-ce que la marine américaine peut-elle modifier la situation en matière de sécurité de la navigation qui reste donc fortement menacée dans cette région? Non, je ne pense pas. D'autant que les Houthis ont aussi des missiles hypersoniques, si j'ai bien compris, fournis par l'Iran, j'imagine. L'Iran a des missiles hypersoniques, on le sait. Et donc, si les États-Unis là veulent s'en prendre à l'Iran, en l'occurrence, hein, puisqu'ils savent que l'Iran est derrière les Houthis, ils vont se prendre des missiles hypersoniques. Et ça, ces missiles sont inarrêtables. Donc, non, non, clairement, les États-Unis n'ont pas les moyens. Pour l'instant, je pense que Donald Trump n'a pas tout à fait bien compris la situation. Il n'a pas tout à fait bien compris les rapports de force aujourd'hui, actuels dans le monde. Et il s'imagine toujours que les États-Unis sont la superpuissance mondiale, ce qui est fini, c'est terminé ça.
Mhm. Ils ont commis de graves fautes en matière d'armement depuis la chute de l'URSS et aujourd'hui, ils sont en retard à peu près dans tous les domaines et en particulier en matière de guerre électronique. Alors j'imagine que si les missiles de croisière n'ont été détruits qu'en dernier recours par le système Phalanx, qui est un code tube à tir rapide, j'imagine qu'il y a eu de la guerre électronique en jeu pour leur D'accord. permettre d'approcher et de passer les couches successives, longues et Mhm. moyennes portées. Donc Mhm. non, non, clairement, ils n'ont pas les moyens. Là, ça sera intéressant de voir jusqu'où ils iront, mais pour l'instant, on assiste à des rodomontades. Hein, et Trump, bah, il se comporte comme un cow-boy. Hein, c'est rien de Alors, nouveau. alors justement, parce que là, c'est les Houthis, hein, Oui. disons la chose. Et là, donc, apparemment, il prépare une attaque contre l'Iran, et mais pas uniquement contre l'Iran. C'est ça qui est un peu bizarre dans cette attitude. C'est qu'ils l'envisagent, ils disent que voilà, ils sont pressés pour régler le conflit en Ukraine parce qu'ils veulent s'occuper de la Chine. Allez, Et d'Israël. Ouais. Les priorités stratégiques de Trump, c'est Israël et la Chine, hein, clairement. Donc et, Israël, bah, ça veut dire les Houthis, ça englobe le combat contre les Houthis et contre l'Iran. et L'Iran est un, comment vous expliquez ça que, ils que, n'arrêtent pas les Houthis et ils veulent s'attaquer à l'Iran et à la oui, Chine. mais encore une fois, il parle beaucoup. Avant les élections, il disait, je vais régler le problème de l'Ukraine en 24 heures. Ouais. Non mais non mais honnêtement, enfin, fallait être stupide pour dire ça. Alors bon, peut-être que c'était un argument électoral avant les élections, mais on Oui. voit bien ce qu'il en est maintenant. Mhm. Il n'a toujours pas pris en compte les complètement les, les nécessités pour la Russie d'assurer sa sécurité. Et puis, il signe un, une trêve d'un mois pour contre les installations énergétiques. Que fait Zelensky dans la foulée? Il frappe les installations énergétiques russes. Donc en fait, Zelensky, il tire un bras d'honneur à Trump. Il dit la trêve, je la respecte pas. Donc il est Mhm. même pas capable de contrôler Zelensky. Comment il s'imagine que lui, il va régler le problème entre la Russie et l'Ukraine? Mais il rêve. Je pense il a pas. Pourtant, quand on écoute quelqu'un comme Marco Rubio, on se dit voilà un homme qui est lucide sur la situation mondiale. Marco Rubio, j'ai vu une déclaration, il a dit dans 5 ans, on ne pourra plus utiliser le dollar comme moyen de pression sur le monde. Mhm. Donc, il est lucide sur la Mhm. dédollarisation de l'économie mondiale. Il est lucide sur l'Ukraine aussi. Et pourtant, Trump fait des déclarations, on a l'impression. Et là, on ne peut qu'être d'accord avec lui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, avec cette hypertrophie de droits de douane qu'il impose à tout le monde, ce qui est vraiment un peu incompréhensible dans cette démarche, c'est que on ne comprend pas comment, parce que, en fait, si vous imposez des droits de douane, les gens ne pourront pas, en particulier la Chine, ceux qui sont les plus grands fournisseurs de la consommation américaine, ne pourront plus exporter comme avant. Mais alors, dans ce cas-là, s'ils peuvent plus exporter, pour quelle raison ils vont continuer à acheter les bons du Trésor américain? Non, mais alors, moi j'ai une théorie là-dessus sur les bancs du Trésor américain. Déjà, la Russie s'en est complètement détachée. La Chine, en 2008, au G20 de Washington, en novembre 2008, la Chine a proposé que le dollar soit remplacé à terme par un panier de monnaie et de métaux précieux comme outil d'échange mondial. Mhm. Évidemment, les États-Unis ont refusé, mais elle a pris langue, elle a pris date. Et à l'époque, la Chine possédait 2400 milliards de dollars en bons du Trésor. Oui. Elle a commencé à creuser des tunnels sous la montagne de l'art, à vendre les bons à long terme pour acheter du moyen terme et petit à petit à se défausser de ces dollars. Aujourd'hui, je crois qu'il lui reste à peu près 700 ou 800 milliards de dollars, millions de dollars. Hein? Milliards. Milliards, pardon, oui, milliards de dollars. À mon avis, je me mets dans la peau des Chinois, c'est
la différence de potentiel qui fera qu'ils mettront le coup de grâce au dollar le moment venu quand ils auront choisi. S'ils les vendent, s'ils vendent leurs 700 ou leurs 800 milliards de dollars d'un seul coup, c'est le coup de grâce. Donc je Mhm. pense qu'ils se réservent ça. Ils se réservent euh, cette capacité de détruire définitivement le dollar quand ils l'auront décidé, Parce que sans que cela ne perturbe trop l'économie chinoise. Je pense que c'est la bonne différence de potentiel. C'est comme ça que Mhm. je l'analyse en tout cas. Oui, Cela dit, oui, euh, à propos des droits de douane, il se tire une balle dans le pied s'il fait ça, hein, parce que c'est la consommation aux États-Unis qui va baisser, puisque les États-Unis sont totalement désindustrialisés. Et puis, il faut savoir que la Chine a tout de suite répondu en supprimant les exportations de métaux rares, ouais. Comme de terres l'antimoine, rares, comme comme l'antimoine, exactement, 90% de l'armement américain voilà, achète l'antimoine en à la Chine. Chine. En Voilà. Chine. Donc, donc finalement, euh, encore une fois, Trump se comporte comme si les États-Unis pouvaient dicter la loi au monde entier, alors que la situation réelle fait qu'il n'en a pas les moyens. Donc, D'accord. s'il fait ce qu'il a dit, ça va précipiter la chute des États-Unis. D'accord. Alors, lorsque les Houthis ont commencé à attaquer les navires en mer Rouge en novembre 2023, les États-Unis ont adopté une approche relativement mesurée. Donc, en réponse à ces attaques, le président Biden a désigné les Houthis comme organisation terroriste étrangère et a imposé des restrictions strictes donc à la capacité de la marine américaine à cibler les dirigeants et les infrastructures des Houthis. Et puis, l'administration craignait quand même une escalade régionale qui pourrait justement dresser les partenaires des États-Unis les uns contre les autres et un retour à la guerre civile au Yémen, déjà Hmm. dans l'impasse avec des conséquences humanitaires importantes. Et en tant que président désireux donc de mettre fin aux guerres américaines et d'être reconnu pour la paix après 2025, Trump a non seulement permis à Israël donc de poursuivre son génocide à Gaza, mais a également lancé d'intenses attaques aériennes donc, et de missiles sur l'ouest et le nord du Yémen. Et dans ce premier message, Trump a déclaré justement aux Houthis, je cite, votre temps est écoulé. Si vous n'arrêtez pas les attaques, l'enfer s'abattra sur vous comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Et puis Trump a également lancé un avertissement à l'Iran, affirmant que le soutien aux Houthis doit cesser maintenant, ajoutant, je le cite, l'Amérique vous tiendra pleinement responsable et nous ne serons pas gentils à ce sujet. Alors, encore une fois, quel est votre avis sur toutes ces déclarations et ces menaces? Et j'aimerais bien terminer donc sa première partie avec une deuxième question. Est-ce bien sérieux? Est-ce que tout ça est sérieux? Ben non, justement, c'est ce que je venais de dire. Je pense il s'imagine toujours qu'il peut faire d'un claquement de doigts, qu'il peut changer les choses sur le plan géopolitique. Il a pas compris les rapports de force. Il n'a toujours pas compris les rapports de force. Euh, Ça n'est pas sérieux. Et s'il fait ce qu'il a dit, il va avoir un retour de flamme colossal, hein. Je m'attends à ce que un missile hypersonique s'abatte sur un porte-avions américain, hein, ou ce genre de choses, voyez-vous. Donc Mhm, non, ça n'est pas sérieux du tout. Il, est- il faut qu'il revienne les pieds sur terre, mais euh, mais Trump n'est pas un géopoliticien, c'est un homme d'affaires. Alors, quand on fait des affaires, on signe un papier, hop, c'est bon, puis c'est parti. Ça se fait en 2 secondes. Là, c'est pas le cas. Les choses sont complexes et je pense pas qu'il soit capable de comprendre la complexité d'une façon générale. Alors, avant de terminer, j'aimerais bien justement par rapport à ces attaques américaines contre les Houthis, vous lire une déclaration et vous demander votre avis. C'est une déclaration du colonel Scott Reiter. C'est un ancien colonel des Je États-Unis connais. qui Hmm. intervient souvent dans les médias, expert qui a participé aux inspections contre le programme nucléaire supposé de l'Irak.
Alors, qu'est-ce qu'il dit pour la première guerre, enfin la deuxième ou la première guerre du Golfe? Il dit comment, il décrit comment l'armée américaine, par rapport à ce qui se passe actuellement au Houthis, parce que les gens lui demandent pourquoi les attaques des Occidentaux ne servent pratiquement à rien, parce que les Houthis continuent à tirer leurs missiles. Alors, qu'est-ce qu'il dit durant cette guerre-là du Golfe, la première, je crois? Alors, il dit que nous avons, comment, il explique comment l'aviation faisait son travail. Nous avons mal identifié la grande majorité des cibles bombardées. Nous avons prétendu avoir causé plus de dégâts que nous l'avions fait. Et souvent, nous avons touché des cibles qui n'avaient rien à voir avec ce que nous pensions faire. Et lorsqu'il s'agissait de cibles mobiles et déplaçables, nous avons fait exploser plus de tentes bédouines, plus de camions, plus de bus, plus de camions-citernes, plus de véhicules privés que de Scud, donc les missiles irakiens. Et nous n'avons pas touché un seul lanceur Scud pendant toute la guerre, malgré des milliers de sorties de combat dédiées à cette tâche. Mais nous avons tué des milliers d'Irakiens innocents et des centaines de chauffeurs routiers jordaniens innocents. Nous avons massacré des familles bédouines parce que nous avions pris des tentes bédouines remplies de moutons. Nous avons répété cela encore et encore sans jamais en tirer la leçon. Et cela s'est répété en Afghanistan, cela se répète à chaque fois que nous partons en guerre. Est-ce que c'est ça qui se passe actuellement au Yémen? C'est probable, hein. Là, ce que Scott Ritter montre, c'est que les Américains ont un gros problème de ciblage, de targeting. Ils sont pas très bons. Euh, il manque. Alors, pourtant, ils ont des techniques d'analyse systémique qui tiennent debout, mais apparemment, le ciblage n'est pas très bon. Donc, je pense qu'effectivement, malgré toutes les bombes ou les missiles qu'ils envoient sur le Yémen, à mon avis, ils ciblent pas correctement. Et en plus C'est de un ça, le Yémen, problème c'est une d'analyse. région qui est extrêmement montagneuse. Ouais. Mm. Certainement, les Houthis qui ont fait 10 ans de guerre contre les pays du Golfe ont certainement pris leur disposition pour mettre leurs missiles en dessous des montagnes, Oui, bien à l'abri, je bien à pense. l'abri. Ouais. D'accord. Et, de- et puisqu'on parle des pays du Golfe, ça m'étonnerait fort que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis veuillent remettre le couvert au Yémen. Et c'est d'autant plus parce que avec les missiles hypersoniques, ils peuvent même atteindre toutes les installations pétrolières et Ouais. gazières. Mm. Donc, Les Houthis ciblent aussi l'aéroport Ben Gourion, hein, Tel mhm, Aviv, tous les jours. Je crois, il y oui. a un missile qui s'abat dessus, donc le trafic est quasiment interrompu, le trafic aérien. Donc ils ont mis en bloquant la mer Rouge, c'est le port marin d'Eilat au sud d'Israël qui a perdu 80% de son trafic. Et là maintenant, ils s'attaquent au trafic aérien. Donc eux, ils ciblent bien en revanche. D'accord. Et alors, une dernière question, mon colonel, c'est les capacités satellitaires de l'armée américaine. On sait bien que Starlink, par exemple, de Elon Musk, qui a coopéré avec l'armée américaine dans la guerre en Ukraine, a donné beaucoup de renseignements aux Ukrainiens. Alors, qu'est-ce qui bloque dans le cas du Yémen? Je pense que ce qui bloque, c'est le renseignement humain. Les, D'accord. les Américains après la chute de l'URSS, se sont tournés ont quasiment, je dis pas abandonné, mais euh, ont réduit considérablement leur capacité de renseignement humain. Mhm. Et en misant tout sur la technologie, c'est une faute. On voit aujourd'hui que c'est une faute. Et les Russes, eux, ont gardé du renseignement humain. On le voit aujourd'hui au Yémen, en Ukraine, probablement par lourdeur administrative d'ailleurs, plus que par choix stratégique, je ne sais pas. Mais je pense que ce qui manque aux Américains, c'est du renseignement de type humain. Parce que D'accord. comment vous allez repérer une cache d'armement sous la montagne? Ou alors il faut des radars très spécialisés, mais sur un territoire aussi grand, le satellite, il cible, hein,
il balaye pas forcément une zone très très grande sur le passage de satellite. Donc, D'accord. oui, la boucle de renseignement n'est pas très Parce très qu'en fait, efficace. donc, selon vous, les deux renseignements doivent se Ah recouper bah, pour arriver vraiment à un ciblage juste. le renseignement repose sur plusieurs méthodes. Il y a le renseignement de type humain, il y a le renseignement image, il y a le renseignement électromagnétique, et tout ça doit être combiné pour arriver à cibler correctement. C'est la combinaison de ces différents types de renseignements qui permet un bon ciblage. D'accord. Alors, dans cette partie, j'aimerais maintenant qu'on discute un peu des enjeux qui sont les enjeux géostratégiques et qui, en fait, qui me semble sous-tendent justement tout ce qui se passe actuellement et que les gens voient de partout sur la scène internationale. Alors, c'est une chose déjà que vous avez déjà abordée durant la première partie, mais là, je vous demanderai peut-être d'approfondir un peu cette question-là. Alors, l'hégémonie américaine reposait sur le contrôle des routes commerciales, disons anglo-saxonnes, pas uniquement américaines, mais depuis le recul de l'Empire britannique, c'est l'Amérique qui a repris le relais. Donc, des routes commerciales maritimes mondiales et des goulets d'étranglement en particulier par lesquelles elle passait. Alors aujourd'hui, ce passage est remis en cause dans le détroit de Bab el-Mandeb. Il en va de même pour le commerce israélien. Alors, le fait que les Houthis n'attaquent pas les navires transportant des marchandises liées à la Chine et à la Russie est également inacceptable aux yeux des États-Unis, car il s'agit non seulement d'une atteinte à leur domination mondiale, mais aussi d'un exemple à suivre dans d'autres goulets d'étranglement du monde, le détroit de Malacca ou le canal de Suez, ou le golfe euh, comment dirais-je, le détroit d'Ormuz aussi, dans le golfe Persique. Alors, rappelons donc qu'environ 60% des exportations chinoises vers l'Europe transitent par la mer Rouge. Alors, la part des compagnies maritimes chinoises dans le trafic, par exemple, du canal de Suez, a augmenté d'environ 25% depuis octobre 2023. Et le canal de Suez est également, on voit, une voie cruciale pour l'économie russe. Et selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie, les exportations de pétrole de Russie ont représenté près de 70% du trafic pétrolier de Suez, du canal de Suez, vers le sud en 2023 contre 23% en 2021. Donc, énorme, qui était en Oui. grande partie donc destiné à l'Inde et à la Chine. Alors, Régis Chamagne, le soutien de la Chine et la Russie aux Houthis, qui s'étend à l'abstention des deux pays lors de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU de janvier 2024, soutenue par les États-Unis et le Japon, condamnant les attaques des Houthis contre les navires, est-il l'une des raisons justement du départ de Trump d'Ukraine, enfin, disons au moins le départ qu'il envisage, vu son incapacité à empêcher les brèches dans le réseau de transport maritime pour diverses raisons. Et là, il y a aussi l'ouverture de la route du Nord dans l'Arctique sous contrôle russe a-t-elle bouleversé aussi toutes les équations de l'administration américaine. Et puis, à la lumière de ces deux développements, les revendications de Trump concernant le canal de Panama, le Greenland et le Canada, ainsi que les frappes aériennes lancées contre les Houthis en début de semaine, sont-elles compréhensibles justement par rapport à ce qu'impose cette situation? Alors, je pense que bon, globalement, si on prend le tableau global de la géopolitique mondiale, on assiste à un changement de paradigme géopolitique. On Mhm. passe d'une situation où les États-Unis étaient en position d'hégémonie grâce au dollar, par l'imposition du dollar comme monnaie mondiale. Hein. Je rappelle que l'ancien paradigme, c'était les États-Unis dominaient le monde grâce à leur dollar. Ils, se, ils, avaient ils ont fabriqué une pyramide de Ponzi chez eux, ils pouvaient s'acheter tout ce qu'ils voulaient, et l'armée américaine était là pour punir les récalcitrants. Kadhafi, qui avait sa monnaie or, qui voulait vendre son pétrole aux pays africains
avec sa monnaie or, il a été puni. Donc, Mhm. et ce qui se passe aujourd'hui, c'est donc depuis 2008 une dédollarisation de l'économie mondiale rampante qui s'est accélérée avec la guerre en Ukraine, car les pays du monde entier, à part la France et enfin ceux qui regardent la télévision en France, parce que, à part les médias bon, de grand chemin, les pays du monde entier ont vu que la Russie était militairement supérieure aux États-Unis. Et donc, ils n'ont plus peur d'être punis. Et on voit le nombre, en Afrique, le nombre de pays qui ont signé des conventions de sécurité avec la Russie est impressionnant. Mhm. Donc, la guerre en Ukraine a accéléré le processus de dédollarisation. Trump, avant d'arriver au pouvoir, enfin, quand il a été élu pendant la période intermédiaire, a commencé à menacer les pays qui sortiraient du dollar. Mais toujours pareil, une attitude de cow-boy qui ne comprend pas les réalités. Et bah là, on assiste à la même chose avec les outils. Alors, ce qui se passe, évidemment, la Chine et la Russie sont les deux piliers sur lesquels s'appuie la nouvelle géopolitique, hein, avec les BRICS et puis l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc, ce sont les deux piliers. Et évidemment, ils ont l'Iran comme partenaire stratégique. Hein, pour la Russie, l'Iran est un partenaire stratégique. L'Iran est le soutien des Houthis. Donc, tout ça s'imbrique. Et clairement se dessinent les nouveaux rapports de force avec un monde multipolaire qui se construit de jour en jour et qui se renforce de jour en jour, avec la banque des BRICS dont la présidente est Dilma Youssef, l'ancienne présidente du Brésil. Bon, tout ça se met en place et les outils de domination occidentale, anglo-américaine, on va dire, que sont la marine de guerre et la finance, ces outils sont en train de disparaître. Le réseau SWIFT, c'est Mhm. quand même SWIFT, vous savez ce que c'est? C'est le Oui, système oui. d'échange interbancaire. Les Américains, en 2014, quand la Crimée a voté son rattachement à la Russie, les Américains ont euh, sorti de SWIFT des banques russes. Ils se sont tirés une balle dans le pied, ces idiots. Parce que du coup, la Russie a développé son propre système, la Chine aussi, et bientôt il n'y aura plus besoin de SWIFT. Donc, ils se sont... Et Swift était aussi leur meilleur outil d'espionnage parce que Oui, oui, ils pouvaient en savoir plus, en temps réel qui achète les- quoi, même si Monsieur Louage ou Monsieur Chamagne font un échange commercial, la CIA ou la NSA le sait. Et là, oui, exactement. Ça, il- c'est un outil de renseignement colossal et qu'ils sont en train de perdre. Donc, enfin, mais ça, c'est toujours l'attitude américaine. C'est l'hubris. Ils s'imaginent que ils peuvent contrôler tout. C'est faux. C'est faux. Encore une fois, il y a un déficit de compréhension de la complexité. Chose que en Europe ou en Asie, on fait mieux, quoi. Les civilisations orientales sont un peu plus douées dans ce genre de raisonnement. Bon, Et voilà. alors, Donc, par rapport justement maintenant au poids que prend la route du Nord dans l'Arctique et cette déclaration de Trump par rapport au Greenland, au Panama, au Canada, au Mexique, etc. Comment voyez-vous la chose? bah, c'est incompréhensible pour moi. Pour moi, c'est vraiment incompréhensible. Il attaque ses alliés, ses meilleurs alliés. Le Danemark, c'est le pays le plus toutou des États-Unis dans l'OTAN. C'est le plus servile vis-à-vis des États-Unis et il attaque le Danemark. C'est idiot. Il attaque le Canada. Enfin, je veux dire, il menace ses plus fidèles alliés. C'est Et totalement limitrophes stupide. en plus, En limitrophes. plus, enfin, là, pour moi, c'est incompréhensible. Hein. C'est vraiment incompréhensible. Enfin, il faudrait faire une psychanalyse hein, de Trump, je pense, parce que là, menacer, en plus, il menace d'utiliser l'armée pour envahir le Groenland. Enfin, Mhm. non, honnêtement, j'ai du mal à comprendre.
Et là, on peut que vous l'accorder parce que malgré cette déclaration, le Danemark a annoncé son intention d'acheter des F-35 à l'armée, au complexe militaro-industriel américain. Donc, au même moment. Donc, effectivement, on se Ouais. demande, Le bien. Danemark est totalement servile. Et puis, ils vont acheter une poubelle, puisque l'F-35 est une poubelle. Cet avion ne sera jamais opérationnel. Bon, donc tant pis pour eux. D'accord. Alors, maintenant, c'est-à-dire, en plus donc de la perturbation du Bab el-Mandeb, de ce détroit qui est extrêmement important parce qu'il relie la Méditerranée via la mer Rouge. Et alors, ces histoires-là d'attaquer l'Iran, si le conflit Iran-Israël ou Iran-États-Unis éclate, le commerce maritime mondial perdra du trafic commerçant, mais alors de deux détroits qui sont extrêmement Mhm. stratégiques, c'est-à-dire Bab el-Mandeb, et en plus de ça, Hormuz. le détroit d'Ormuz, par où transite pratiquement toute l'énergie fossile qui alimente le monde entier. Alors, les conséquences de cette perte ne peuvent être supportés par les États-Unis, ça on le sait, l'Union européenne et les partenaires de l'Extrême-Orient. Et puis, la persistance de cette menace serait également dévastatrice pour des États comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui Mhm. aspirent à devenir donc des plateformes logistiques mondiales. Alors, ma question, d'abord, si ce conflit-là éclate, est-ce qu'ils peuvent le régler uniquement du ciel? Sans engagement terrestre, déjà au Yémen et puis en Iran. Parce qu'on peut gagner une guerre comme ça. Et puis, si les États-Unis donc continuent de protéger Israël dans ce contexte chaotique, quel résultat entraînera-t-elle une perte par rapport à la perte de prestige pour les États-Unis qui prétendent dominer les océans depuis 1945? Alors, je pense que effectivement, si vraiment ils s'engagent dans du dur, hein, face aux outils et face à l'Iran, ils pourront pas y aller au sol. S'ils s'imaginent euh, planifier une opération terrestre au Yémen ou en Iran, ils vont se prendre une raclée monumentale. Donc, je pense que ça se passera uniquement par missile. Et là, on verra la supériorité technologique des missiles hypersoniques russes et iraniens. Quant à, alors, la deuxième question, c'était, oui, la perte de prestige. Oui, oui, La c'est deuxième ça. question, Oui, c'était pas donc s'il continue donc justement à protéger Israël ah oui, oui, et oui. la perturbation du commerce maritime Alors, mondial. oui, là, bon, la question israélienne est intéressante aussi parce que Israël a commis une faute stratégique majeure Mhm, en faisant, en lançant son génocide. Faute stratégique majeure parce que Israël a déchiré son parapluie moral. Les Juifs étaient sous un parapluie moral, mhm. victimes d'un génocide au XXe siècle par les nazis. Ils se couvraient sous ce parapluie moral. Mais en étant eux-mêmes génocidaires à l'égard des Palestiniens, ils ont déchiré ce parapluie moral. Aujourd'hui, ils ne pourront plus jamais dire nous sommes le peuple maltraité. Non, ce sont eux les maltraitants. C'est un peu comme je voudrais pas faire de la psychanalyse de café du commerce, mais souvent les enfants battus, à l'âge adulte, deviennent eux-mêmes Et violents bon, avec leurs propres enfants. Et là, on a un peuple qui a subi un génocide et qui, à son tour, commet un génocide. Donc, ils ont commis une faute grave, faute stratégique. En plus, le fait de vouloir euh, créer le grand Israël est également une faute stratégique, parce qu'ils n'ont pas la population pour ça. Pour leur projet de Grand Israël ne peut tenir que s'ils ont de quoi meubler, enfin, absolument. habiter. Or, à- depuis le début de l'opération contre Gaza, je crois que c'est environ 500 000 Israéliens qui ont fui Israël, 500 000 Juifs qui ont émigré.
qui ne reviendront pas. Il y a Mhm. beaucoup de Russes d'ailleurs, je crois, hein. Oui, oui. Et en plus, Netanyahou a fait vacciner massivement sa population. Je crois que l'Israël avec l'Australie, c'est les deux pays qui ont le plus vacciné contre le Covid. Or, on sait que ce poison attaque les gonades, c'est-à-dire qu'il est facteur d'infertilité. Le D'accord. nombre de fausses couches a explosé, Mhm. hein, chez les femmes qui ont été vaccinées. Et donc, il y a deux causes qui vont à l'encontre de ce projet de Grand Israël, parce que elles attaquent directement la démographie israélienne. Donc, Mhm. il a commis une faute stratégique colossale. Et là-dedans, il y a Trump qui arrive et qui soutient ça. Mais c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, là, il va perdre toute crédibilité. Je pense que ils sont en train d'accélérer leur chute, que ce soit Israël ou les États-Unis, sont en train d'accélérer leur chute par des décisions à l'emporte-pièce et qui auront des effets plus négatifs que les objectifs qu'ils avaient au départ. C'est fascinant de voir comment un système peut s'effondrer. Et là, Mhm. on a C'est l'exemple un, sous nos yeux d'un système en plein effondrement. c'est un peu l'Empire romain. Oui, exactement. Ouais, comme l'Empire romain. Mhm. Bien, alors maintenant, j'aimerais bien qu'on évoque un peu l'Europe. La Commission européenne a annoncé en mettant les bouchées doubles pour renforcer la sécurité du continent. Ursula von der Leyen a présenté le mardi 4 mars à Bruxelles un plan encadrant les futures dépenses européennes en matière de défense. Alors, selon elle, c'est pour contrer les menaces qui pèsent sur l'intégrité du continent et muscler la défense des Européens, notamment contre la menace russe. Qui, je rappelle, hein, l'armée russe a mis 3 ans pour pacifier 4 régions, 4 oblasts qu'elle appelle à l'Ukraine, 3 ans. Et apparemment, elle envisage d'attaquer toute l'Europe. Alors, la Commission a annoncé le lancement du plan Réarmer l'Europe qui mobiliserait près de 800 milliards d'euros, dont 150 milliards sous forme de prêts à disposition des 27. Et puis, au même moment, Donald Trump a exhorté de nombreuses fois les États membres de l'OTAN à augmenter leur budget de 5%. À ce titre, je fais juste un petit rappel rapidement. La contribution directe des membres de l'OTAN au quote-part de chaque pays est calculée selon une formule prenant en compte le revenu national brut des États. Donc, elle est fixée pour 2 ans, je rappelle. Et puis, en 2023-2024, les principaux contributeurs de l'Union européenne étaient l'Allemagne, avec une participation à hauteur de 15,88% du budget commun, de la France 10,19%, l'Italie 8,53, l'Espagne 5,82 et les autres membres ont tous une quote-part inférieure à 5% du budget, voire à 1% plus souvent. Alors, ma question, dans ce cas, c'est-à-dire quand on voit leur participation déjà à l'OTAN, euh, où les Européens trouveront-ils l'argent pour financer le plan de réarmement? Et puis, comptent-ils, par exemple, réorienter leur contribution à l'OTAN vers le financement de leur plan? Et qu'en sera-t-il dans ce cas de l'OTAN? Et est-ce que, je me permets encore une fois de le dire, de tout ça est sérieux? Est-ce que c'est pas une question juste de trouver le prétexte pour ponctionner ou pomper l'épargne des gens? Bon, ben, vous avez la réponse à votre question, vous venez de la donner. Je pense qu'effectivement, c'est le prétexte pour pomper l'épargne des Français, les Français sont des épargnants, hein, par Mhm, nature, hein, ils sont des gens toujours prudents. Oui, et bon, si on peut analyser ces déclarations sous l'angle technique, où est-ce qu'on mhm, va trouver l'argent, etc. On peut aussi se replacer sur le long terme géopolitique. Euh, je pense que dans 5 ans, l'Union européenne et l'OTAN n'existeront plus. Dans le changement de paradigme géopolitique, l'Union européenne est une dictature, hein, on le sait. L'article 17 du traité de l'Union européenne
institue la Commission européenne comme dictateur, puisque c'est le pouvoir exécutif, il a le monopole de l'initiative législative et il a un contrôle sur le judiciaire, donc c'est le dictateur, et d'ailleurs on voit bien comment ça fonctionne aujourd'hui. Et donc cette dictature de l'Union européenne s'effondrera comme s'est effondrée l'Union soviétique en son temps. Je Mhm. pense qu'il n'y en a plus vraiment pour longtemps. Là, ça commence à, à se déchirer partout. Hein. Vous voyez les élections en Roumanie, vous voyez ce qui se passe en Gagaouzie, où la chef Gagaouze a été mise en prison parce qu'elle est Absolument. pro-Poutine. Le candidat souverainiste roumain, Georgescu, est interdit de se présenter. Partout dans l'Union européenne, maintenant, quand un parti souverainiste émerge et obtient dans les sondages de bons scores, on l'interdit. Donc, de plus en plus, l'Union européenne se révèle comme une dictature. Avant, elle avançait masquée jusqu'à présent, mais elle le peut de moins en moins avancer masquée. Et ça a commencé à s'effriter à partir de 2005 en France avec le traité constitutionnel européen, le TCE, et puis ça n'a fait qu'empirer. Hein. Il faut se Mhm. souvenir que quand la Grèce avait voté pour Syriza, qui voulait sortir de l'euro, Juncker, qui était à l'époque le président de la Commission européenne, avait déclaré il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Bon, bah, là, il a tout dit. Et aujourd'hui, on voit bien qu'ils mettent ça en application de plus en plus. Donc, je ne donne pas cher de la peau de l'Union européenne. Et l'OTAN, à mon avis, s'effondrera de la même façon, parce que de toute façon, l'OTAN est en train de perdre une guerre. Donc, c'est jamais bon hein, pour le moral ni pour la suite quand on a perdu une guerre. Hein. Voilà, D'accord. donc. Alors, mais il y a une question que j'aimerais soulever. Euh, donnant le bénéfice du doute hein, à ceux qui ont annoncé ce plan, et supposons qu'ils ont réussi à mettre toute la logistique financière, je veux dire, hein, ils ont rassemblé Mm. l'argent. C'est que ce qui n'est pas évoqué généralement dans les débats publics, notamment dans les médias, c'est le fait que ce n'est pas parce que vous avez l'argent, quand on a décidé de mettre 800 milliards d'euros sur la table, que le lendemain, les 800 milliards se transforment en armement. Hein? Il me semble, pour ceux qui ont fait un peu de technique, un peu d'ingénierie, ils savent que les choses ne se passent pas comme ça. Donc, c'est pas parce que j'ai mis, par exemple, 150 milliards que tout de suite, après, et alors, en plus de ça, il s'agit aussi d'aider l'Ukraine. Alors, ma question, mon colonel, c'est par rapport à la situation du complexe militaro-industriel européen. Est-ce que euh, ce complexe a les moyens, justement, de transformer si on suppose que cet argent a été rassemblé, de Mm. transformer cet argent en capacité militaire, qu'elle soit Avec matérielle et beaucoup, humaine, hein, ouais, matérielle et humaine en même temps. Hein. avec Parce beaucoup que de temps, même ouais. si préparer des troupes, il se fait pas Mm. en un claquement de doigts. Hein. Oui, la réponse, c'est avec beaucoup de temps. Parce que l'industrie d'armement occidentale est une industrie privée. Et donc, son objectif, c'est de faire de l'argent, Ouais. gagner de l'argent. Donc, il fabrique des armements chers, en petit nombre, et qui coûtent, enfin, de très haute technologie. Donc, ça justifie un prix très cher et ils en fabriquent peu. Et en plus, avec le système des sociétés ultralibérales, quand une chaîne de production s'arrête, on la détruit, on la démantèle, parce que sinon elle rentre en négatif dans le bilan comptable. Mhm, mhm. Les Russes n'ont pas fait ça, eux. Quand ils ont arrêté de fabriquer des armements dans les années 90 parce qu'ils étaient en dessous de tout, euh, les chaînes, ils n'ont pas démantelé leur chaîne de production. Et C'est quand ce il a qui fallu, explique justement le ouais, redémarrage de la bah, production il y massive. a, ils ont mis 4 mois. Il a fallu recruter, former des gens 4 mois et les chaînes repartaient. Donc,
parce que l'industrie militaire russe a pour mission de protéger la De- Russie, de Mhm. fournir de quoi protéger la Russie. L'industrie militaire occidentale a pour mission de gagner de l'argent. Donc, Donc, deux oui, ça pourrait paradigmes complètement... complètement différent. Du coup, ça prendrait du temps. Moi, à une époque, je faisais des conférences sur la défense et je commençais mes conférences en disant la défense est à la nation ce que les défenses immunitaires sont au corps humain. Vous voyez, une Mhm. défense, c'est national, déjà. Euh, une défense européenne, j'y crois pas du tout. Ça marchera jamais. Mhm. C'est une défense ne peut être que nationale. Voilà. Donc, donc voilà. Et puis vous avez aussi soulevé l'aspect humain. Mhm. On a des sociétés européennes. Quand je vois les jeunes générations, je me dis est-ce qu'ils sont prêts à aller se battre? Bon, il y en a qui sont toujours prêts, des patriotes. On a toujours, mais d'une façon globale, depuis la fin du service militaire en France, l'esprit de défense a considérablement diminué. Donc, il y a effectivement, il y a tous ces aspects-là, hein. Mhm. Donc, et pour répondre à votre question, je dirais oui, mais ça prendra beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Et alors, par rapport à ça, cette histoire-là de déployer des troupes de maintien de la paix en Ukraine européenne, que, Alors, que Macron a déjà, annoncé plusieurs fois. ouais, mais c'est une idiotie, encore une fois. Parce que les troupes de maintien de la paix, c'est sur décision de l'ONU. Les casques bleus sont envoyés sur décision de l'ONU. Donc, Mhm. si l'Union européenne, si des pays de l'Union européenne décident d'envoyer des soldats en Ukraine, ce ne seront pas des soldats de maintien de la paix, ce seront des soldats. Mhm. Ils risqueront leur vie. Encore une fois, Macron dit n'importe quoi. Et donc, c'est une sorte de casus belli aussi, pas une belligérance. On rentre dans une logique Oui, de je pense que belligérance, de co-belligérance. oui, ce serait de la co-belligérance. Maintenant, je pense qu'il bombe le torse, mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien D'accord. derrière. On est capable, aujourd'hui, l'armée française est capable de déployer 10 000 hommes, 10 15 000 hommes, pas plus. Au combat. Ouais. D'accord. Et pour l'Europe, toute l'Europe. Bon, je ne sais pas, mais les Anglais, ils doivent être pires que nous, je pense. Euh, Nous, on a encore les Rafales. On a de la chance, on a encore un pôle d'excellence, c'est l'armée de l'air avec nos Rafales, qui est le meilleur avion de combat occidental, le Rafale. Mhm. Mais on a de bons bateaux aussi. Mais bon, encore une fois, la marine, comme je l'ai dit, l'armée de terre, ça devient vraiment rikiki. Non, au niveau global européen, je ne sais pas si on pourrait aligner 50 000 hommes. D'accord. Comme ça, au doigt mouillé, hein. Mhm. 50, 60 000 hommes. Et donc, toutes ces déclarations sur le danger russe, c'est en fait des affaires de politique intérieure, tout simplement. C'est pas, Absolument. ça Absolument. n'a Oui. strictement rien à voir avec Non. D'ailleurs, il faut voir comment, que ce soit Dmitri Medvedev ou Maria Zakharova, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, parlent de Macron. Ils se lâchent de plus en plus, hein. Ils prennent de moins en moins de gants. C'est un malade mental, un fou furieux, débile, sale gosse. Il devrait se faire soigner. Enfin, ils en sont là, quoi, hein. Mhm. Non, donc, bon. Pauvre France, pour le moment. De toute façon, la France a plusieurs fois passé par ce genre de situation et quand il y a un bon dirigeant, elle a toujours su se Se rebondir. redresser. Ouais. Ouais. Mais là, c'est la première fois, je crois, dans l'histoire de France, qu'on a une classe politicienne, c'est une classe dirigeante à ce point médiocre. Mhm. À l'époque de la monarchie, il est arrivé d'avoir un roi un peu débile. Mais bon, il y avait toujours la mère, il y avait un ministre, il y avait des ministres, il y avait des gens compétents. La France était dirigée quand même, même avec Mhm. un roi un peu bête. Là,
en ce moment en France, et moi je date ça depuis 2007. Mhm. On a une classe politicienne d'une médiocrité affligeante. Ils n'ont aucune culture, euh, aucune, aucune intelligence, aucune capacité de raisonnement logique. C'est vraiment hallucinant. Ils font du théâtre, du spectacle, et ils ne font que ça. Je crois que c'est la première fois que quand même, hein. Parce que, bon, on va parler de, si on compare avec le régime de Pétain, euh, l'administration française était d'une très grande qualité sous Vichy. Vous voyez, Ouais. ils n'étaient pas idiots, ces gens-là. Mhm. C'était des salauds, mais ils n'étaient pas idiots. Mhm. Là, aujourd'hui, on a affaire vraiment à des idiots, et en grand nombre, à tous les postes, hein. Le précédent ministre des Affaires étrangères était incapable d'aligner trois mots sans faire une faute de syntaxe et une faute de grammaire. Absolument. C'est incroyable quand même. Pour un On poste n'a de jamais vu ça. diplomate, normalement, un diplomate est censé bien manier le verbe. Oui, absolument. Bah, de toute Bien, façon, Macron a supprimé l'école des diplomates alors. bien. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Mon colonel, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. Merci. J'espère que nous avons un peu réussi à montrer toute cette problématique dans toutes ses facettes et ses conséquences sur la paix dans le monde, tout en espérant que les gens reviendront à bons sentiments et à bon raisonnement aussi, et rationnel. Et j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre Mhm. sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci à vous.